Zelensky a déclaré « Le Moyen-Orient aidera l'Ukraine à se rapprocher de la victoire ». Pendant que le monde parle de paix, Poutine joue le rôle du gentil. Mais que se cache-t-il réellement derrière tout cela? Négociations secrètes, signaux inattendus et haute politique. Pendant ce temps, sur le front, une nouvelle menace. La Russie prévoit une zone tampon. Les régions ukrainiennes sont visées. Est-ce une préparation à la paix ou, au contraire, à une grande offensive? Les partenaires demandent de la retenue, mais l'Ukraine choisit sa propre stratégie. Les frappes sur les infrastructures pétrolières portent déjà leurs fruits, et Boudanov en parle ouvertement. Le verdict de Moscou est tombé. La tension géopolitique augmente à chaque minute. Qui joue franc jeu et qui mène un double jeu? Déclarations brûlantes, jeux de coulisses et une décision à ne pas manquer. Dans un instant, ne le manquez pas. Bonjour! Vous regardez l'Ukraine aujourd'hui, je suis Solomia Dolik pour les dernières nouvelles. Zelensky a déclaré « Le Moyen-Orient donne une chance à l'Ukraine ». Poutine joue au gentil, mais le Kremlin ne s'arrête pas. Le monde change sous nos yeux. Et ce qui semblait hier encore un conflit lointain a aujourd'hui un impact direct sur l'Ukraine. Le président Volodymyr Zelensky l'affirme clairement, le cessez-le-feu au Moyen-Orient n'est pas qu'une nouvelle, c'est un signal. Un cessez-le-feu est possible. L'Amérique a assez de force pour l'assurer également en Ukraine. Et immédiatement, un retour brutal mais crucial à la réalité. Car pendant que le monde parle de paix, le Kremlin tente de jouer son propre jeu. Pâques sans sirène. Zelensky a répondu à la trêve de Poutine. Après la déclaration de Vladimir Poutine sur une soi-disant trêve pascale, Zelensky réagit avec retenue, mais très clairement. L'Ukraine a déclaré à plusieurs reprises que nous étions prêts à des mesures réciproques. Nous avons proposé un cessez-le-feu pour les fêtes de Pâques cette année et nous agirons en conséquence. Les gens ont besoin d'une fête de Pâques sans menace et d'un véritable élan vers la paix. Et la Russie a une chance de ne pas reprendre les frappes même après Pâques. Cela ressemble à une opportunité. Mais est-ce sincère ou juste une énième tentative du Kremlin de passer pour un pacificateur? Négociation secrète aux États-Unis. L'homme de Poutine est déjà sur place. Alors que les appels à la paix résonnent, le négociateur du Kremlin, Kirill Dmitriev, est de nouveau aux États-Unis. Selon Reuters, il rencontre des représentants de l'administration de Donald Trump. De quoi parle-t-il? Un possible règlement pacifique, une coopération économique entre les États-Unis et la Russie et surtout l'assouplissement des sanctions sur le pétrole russe qui expire le 11 avril. Et c'est déjà arrivé. Dmitriev est venu en mars, juste avant l'assouplissement des sanctions. Coïncidence ou stratégie bien réfléchie? Nouvelle menace. La Russie veut une zone tampon et pendant que les négociations de coulisses se poursuivent, de nouveaux défis se préparent sur le front. Zelensky prévient, la Russie prévoit de créer une zone tampon le long des frontières. Les régions de Tchernihiv et de Soumy sont menacées. Et cela ne vient pas seulement de Russie, mais aussi de Biélorussie. L'objectif principal de l'ennemi reste inchangé, le secteur de Pokrovsk, ainsi que des frappes constantes sur Kherson, Dnipro, Nikopol et Odessa. Comme on peut le voir, cela ne ressemble pas vraiment à des préparatifs de paix. C'est la préparation d'une nouvelle escalade. Pendant ce temps, nos partenaires nous demandent de ne pas frapper le pétrole russe. Zelensky leur répond. Et voici un autre tournant inattendu. Lors du blocage du détroit d'Ormuz, nos partenaires ont envoyé divers signaux à différents pays. Certains devaient produire plus, d'autres faciliter le transit, et nous, réduire nos frappes, car ils craignaient un impact sur les prix de l'énergie. Je pense que le pétrole russe n'a pas d'influence majeure sur le marché mondial, et je l'ai dit franchement. En somme, on a demandé à l'Ukraine de se retenir. Mais peut-elle vraiment se le permettre? C'est là que Boudanov intervient. Les frappes continueront et elles portent déjà leurs fruits. À un journaliste demandant si les frappes sur les terminaux pétroliers russes affectent les négociations, Boudanov a répondu « Elles ont un impact certain. C'est une évidence. » Il a toutefois précisé que le changement de position de la Russie suite à ces frappes reste un sujet de débat. Lors des prochaines négociations avec eux, je pense que nous apprendrons beaucoup de nouvelles choses. Quoi qu'il en soit, cela renforce considérablement notre position au lieu de l'affaiblir. Nous devons tout faire pour renforcer notre position de victoire et tous les moyens pour y parvenir sont justifiés et corrects. Ce n'est plus une simple déclaration, c'est une stratégie. Poutine essaye de passer pour un pacificateur.
Ses émissaires négocient au sujet des sanctions. Le monde hésite entre la stabilité et la justice. Pourtant, Kiev n'attend pas, elle agit et elle le fait avec fracas. La politique étrangère prend un nouveau cap, avec pour première étape majeure le golfe Persique. La visite de Volodymyr Zelensky est déjà qualifiée de percée. Cette région, longtemps sous influence américaine, trouve une alternative de taille. Là où les drones coûtent des fortunes, l'Ukraine propose des intercepteurs à 1 500 $ capables d'abattre des cibles valant des millions. Et ce n'est plus de la théorie. 11 pays ont déjà manifesté leur intérêt. Ils ont les fonds et nous avons la technologie. C'est une chance pour l'Ukraine de franchir un nouveau palier. Des accords stratégiques sont conclus avec l'Arabie saoudite et le Qatar. Les Émirats arabes unis devraient suivre prochainement. La question est, l'Ukraine pourra-t-elle non seulement rester dans ce jeu, mais aussi le transformer en une grande victoire? Nous en parlerons dans un instant. Des explosions là où tout le monde cherchait un havre de paix. La destruction de ce que l'on croyait être un commerce éternel. Un blocus là où le moindre faux pas entraînait des sanctions nucléaires. Mais le plus important, c'est l'impuissance de ceux qui se prenaient pour les gendarmes du monde. Ravi de vous revoir, content de vous voir. Le président ukrainien s'est rendu en Arabie Saoudite, puis aux Émirats arabes unis et au Qatar, après qu'il est devenu clair que la guerre que les États-Unis avaient lancée comme une campagne éclair n'a pas seulement déraillé, mais menace de s'effondrer complètement. Les mobylettes, les Shaheds, les drones sont une menace familière pour le ciel ukrainien depuis des années. Mais c'est devenu une réalité choquante pour les pays du Moyen-Orient. C'est un peu comme si, lors d'une course de Formule 1, une Giguli se mettait soudainement à gagner. C'est précisément ce genre de nouvelles pour les pays les plus riches du Moyen-Orient. Leur défense aérienne locale a dû tirer jusqu'à 8 missiles, coûtant 4 millions de $ chacun pour abattre une seule cible. La guerre, ce n'est pas seulement des armées entraînées et de la technologie, c'est aussi de l'arithmétique simple. Celui qui gagne est celui qui peut tuer pour moins cher. L'Iran a commencé à gagner précisément dans cette compétition. Et puis tout le monde s'est souvenu de qui prouve depuis 4 ans qu'il sait comment agir. Il s'agit simplement de partager notre expérience avec eux et de leur montrer comment ça fonctionne chez nous. Au moins 11 pays se sont intéressés aux drones intercepteurs ukrainiens éprouvés et au prix incomparable par rapport aux Patriot. L'Ukraine fait la démonstration de ses avancées technologiques et les partage avec ses partenaires. Cela change radicalement la perception que le monde a de l'Ukraine. Tout d'abord, il faut souligner que Zelensky, le président ukrainien, est le tout premier président du monde occidental à avoir visité les pays du Golfe Persique dans le contexte actuel de la guerre en Iran, et c'est très symbolique. L'Ukraine a ainsi montré que nous pouvons être aujourd'hui un contributeur important à la sécurité. Et en Arabie Saoudite comme au Qatar, des accords de coopération en matière de défense ont déjà été signés. La guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran ébranle presque le monde entier. Le blocus du pétrole, du gaz, des engrais, des composants pour puces, sans oublier le détournement de l'attention de l'agression russe et la future crise économique mondiale, tout cela représente des menaces extrêmement dangereuses. Mais il y en a une qui est mortellement dangereuse pour l'Ukraine. Cette guerre consume littéralement des armes qui ne peuvent pas être produites rapidement. Le journal Washington Post, citant 3 sources, affirme que les États-Unis pourraient détourner vers le Moyen-Orient des armes initialement destinées à l'Ukraine. Et même si l'OTAN tente de nous rassurer, Je peux vous assurer que le soutien crucial des États-Unis à l'Ukraine, financé par les Alliés, et donc ce fameux acronyme PEARL, continue d'arriver. mais les propos de Donald Trump sont encore plus inquiétants. On fait ça souvent, vous savez, on en a énormément. Nous faisons cela en permanence. Vous comprenez ? Nous disposons d'énormes stocks de munitions. Nous en avons dans d'autres pays, par exemple en Allemagne et dans toute l'Europe. Nous en avons plein, vous savez, et parfois nous les prenons d'un endroit pour les utiliser ailleurs. Le New York Times évoque également les dépenses folles des États-Unis. La guerre avec l'Iran coûte à Washington plus d'1 300 000 $ par minute et le Pentagone a déjà demandé environ 200 milliards pour poursuivre la campagne. Vous n'imaginez pas à quel point ils veulent conclure un accord. Le niveau de votre conflit interne a atteint un point tel que vous négociez avec vous-même.
D'abord les 15 points de l'ultimatum de Trump, puis l'ultimatum de l'Iran. Si vous voulez la fin de la guerre, capitulez et remplissez nos conditions. Ainsi, le flux de militaires américains dans la région ne s'arrête pas, tout comme l'élaboration de plans d'une fureur épique. Le Wall Street Journal écrit qu'il s'agit du déploiement de 10 000 militaires. Et la publication Axios a récemment écrit sur 4 scénarios impliquant la capture de diverses îles iraniennes, dont Karg, stratégiquement crucial pour le pétrole iranien, que Washington et Tel Aviv ont déjà bombardé. Trump cherche fébrilement une issue. Il a une fois de plus annoncé une pause dans les frappes sur l'infrastructure énergétique de l'Iran jusqu'au 6 avril. Cependant, les bonds vertigineux du pétrole dus au blocus du détroit d'Ormuz l'ont forcé à admettre « L'Amérique ne peut pas y arriver seule, elle a besoin de l'aide de ceux qui ont toujours répondu à ses appels, mais qu'il a si systématiquement méprisés. » Mais cette fois, les Alliés ont dit non. Pire encore, des dizaines de pays ont commencé à s'unir et à planifier une opération de déblocage du détroit sans les États-Unis. 760 millions de dollars par jour, c'est ce que gagne la Russie grâce à la situation pétrolière, selon The Telegraph. Et tandis que le Trésor américain assure que la Russie gagnera au maximum 2 milliards de dollars, l'article indique que les revenus doubleront, passant de 12 à 24 milliards. Et ce n'est pas la seule mauvaise nouvelle pour les intérêts de l'Amérique. Moscou aide directement l'Iran à faire la guerre. Avec des renseignements pour cibler les Américains, pour tuer des Américains. Et la Russie soutient aussi l'Iran avec des drones en ce moment. Donc, si les États-Unis veulent la fin de la guerre au Moyen-Orient, pour que l'Iran cesse de les attaquer, ils doivent aussi faire pression sur la Russie. Pourtant, Trump ne semble pas trop s'en soucier. Les négociations sur l'Ukraine sont au point mort et en coulisses, la pression sur Kiev s'accentue. Les Américains sont prêts à finaliser ces garanties à un haut niveau quand l'Ukraine sera prête à se retirer du Donbass. À mon avis, l'atmosphère instaurée par la partie russe dans le dialogue avec la partie américaine repose précisément sur ces émotions. Bien que le secrétaire d'État américain Rubio ait nié tout lien entre les garanties et le retrait du Donbass, quelque chose change manifestement à Washington. Pour la première fois depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, des députés russes s'y sont rendus. Pas en tant que touristes, mais pour des négociations avec des membres du Congrès. Par ailleurs, Kirill Dmitriev, un représentant bien connu de Poutine, s'est plaint des frappes sur les infrastructures énergétiques russes. Apparemment, les drones de sanctions ukrainiens à Primorsk sont devenus une alternative aux sanctions américaines levées, et tous les amis de Poutine l'ont ressenti, notamment à Budapest. Budapest contre Bruxelles. À première vue, c'est comme si les abeilles étaient contre le miel. La Hongrie est bien trop dépendante des injections financières de l'Union européenne. Pourtant, Orban a réussi à surprendre tout le monde en bloquant 90 milliards d'euros d'aide critique pour l'Ukraine. Le prêt reste bloqué car un dirigeant ne tient pas sa promesse. Mais permettez-moi de répéter ce que j'ai déjà dit à Kiev. Nous ferons notre travail d'une manière ou d'une autre. Et voilà qu'on apprend que le ministre des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, rendait compte au Kremlin du contenu des réunions privées de l'Union européenne. Désormais, selon Politico, les informations sensibles ne seront plus discutées devant les représentants de Budapest et la Commission européenne a bloqué un prêt de défense de 16 milliards d'euros à la Hongrie. Peu de gens doutent qu'ils auraient recours à l'achat de vote. Tout comme la réaction d'Orban. Nous arrêtons progressivement les livraisons de gaz de la Hongrie vers l'Ukraine. Mais le danger, c'est qu'Orban n'est pas seul. Du pétrole à prix réduit par amitié avec Moscou, le soutien politique direct de Donald Trump, une visite de loyauté inattendue du président polonais Nawrocki et son allié constant en Slovaquie, Fico. C'est précisément ce manque de principe qui aide Orban à être si intéressant pour tous les politiciens sans scrupules du monde moderne, de Xi Jinping à Poutine, en passant par Trump. Un tel ennemi intérieur pourrait être fatal à l'idée même de l'Union européenne et désastreux pour les États-Unis. Pendant que Trump fait campagne pour Orban, un groupe bipartisan de sénateurs a déposé le projet de loi Block Putin Act, qui oblige Trump à imposer des sanctions à la Hongrie pour l'achat d'énergie russe. À Varsovie, la visite de leur président à Budapest a été qualifiée d'acte contre les intérêts polonais et européens. Et le partenaire d'Orban, le Premier ministre slovaque Robert Fico, risque maintenant de se faire réprimander par les siens.
Une enquête a été ouverte contre lui. Il est accusé de haute trahison. Parmi les motifs figure la décision d'arrêter les livraisons d'électricité d'urgence à l'Ukraine, à cause de cette même amitié. Le monde est en feu et c'est désormais clair, même pour ceux qui fermaient délibérément les yeux. Les pays du Golfe Persique ne ressemblent plus à un paradis pour les investisseurs. Et il s'est avéré que les prix à la pompe et dans les rayons des supermarchés ont augmenté partout dans le monde, même outre-Atlantique. Les pays baltes voient clairement les plans d'attaque que dessine Moscou, tout comme la fumée qui s'élève des terminaux pétroliers de Leningrad, et plusieurs drones qui s'y dirigeaient ont été déviés par les systèmes de brouillage russes. Le drone a dévié de sa trajectoire initiale et s'est écrasé sur le territoire lituanien. La situation a été qualifiée de dangereuse, pourtant les partenaires baltes la traitent avec compréhension. Bien sûr, Moscou multiplie les menaces, évoquant un casus belli, soit un prétexte à la guerre. Mais la Russie a-t-elle besoin d'un motif réel pour attaquer? L'Ukraine et avant elle la Géorgie et l'Itchérie ont déjà vu que non. Anna Brikova, Roman Sischenko, Ivan Pavlovich, TSN Tijden, 1+1, Marathon Nouvelles-Unies. Volodymyr Zelensky est au Moyen-Orient et ce n'est pas qu'une visite, c'est un signal. L'Ukraine entre dans la région en pleine période de forte tension. Il est le premier dirigeant occidental à se rendre dans le Golfe depuis le début des hostilités contre l'Iran. En Arabie Saoudite, Zelensky a déjà discuté avec le prince héritier Mohammed Ben Salman. Au cœur des débats, la guerre en Ukraine et l'instabilité régionale. En parallèle, un travail concret est mené. Depuis plus d'une semaine, des experts militaires ukrainiens cherchent sur place comment contrer les Shahed et missiles iraniens. Pendant ce temps, de nouvelles déclarations fracassantes arrivent de Washington. Donald Trump affirme que l'Iran demanderait prétendument la paix. Téhéran dément et propose son propre plan, jugé trop dur et inacceptable par les États-Unis. Malgré cela, Trump évoque des pourparlers fructueux et écarte à nouveau les menaces de frappe énergétique. Quels sont les enjeux réels de ce jeu diplomatique et quel est le rôle de l'Ukraine? Plus de détails à suivre. Protéger le ciel et les sites énergétiques, c'est un discours que nous connaissons bien, mais aujourd'hui cela concerne les pays du Moyen-Orient qui subissent la pression de l'Iran. Le président a entamé hier une tournée diplomatique dans plusieurs pays de la région. Sa localisation exacte reste confidentielle pour des raisons évidentes de sécurité. Toutefois, on sait qu'il se trouvait hier en Arabie Saoudite. Il y a rencontré le prince héritier et Premier ministre Mohammed Ben Salman. Ils ont discuté du renforcement de la défense aérienne et de la coopération militaire. Le secret est tel qu'aucun média ukrainien n'a été autorisé à couvrir l'événement. Nous ne disposons donc que de quelques clichés. Les Saoudiens s'intéressent de près aux nouvelles technologies de défense. Actuellement, ils interceptent les drones iraniens avec des missiles très coûteux. Ils recherchent une solution plus économique. Et cette solution, l'Ukraine la possède. Un accord de coopération en matière de défense a été signé hier. Il implique le ministère de la Défense saoudien et les forces militaires ukrainiennes. Cependant, le contenu exact de ce document reste confidentiel. Volodymyr Zelensky a aussi vu des experts présents sur place depuis mars, qui conseillent le royaume sur la protection de ses infrastructures énergétiques. Des rencontres similaires sont prévues dans d'autres pays du Moyen-Orient. Pour rappel, la liste de ces pays n'a pas encore été rendue publique. La délégation ukrainienne n'a fait aucun commentaire pour le moment. Mais le président Volodymyr Zelensky s'apprête à s'entretenir avec nous sous peu. Olga Chaïko, Volodymyr Kovalenko, Fakti ICTV pour le Marathon Nouvelles-Unies. Pendant ce temps, nos technologies impressionnent déjà les partenaires occidentaux et l'armée ukrainienne le prouve chaque jour. Des drones ukrainiens ont frappé l'une des usines clés du pays agresseur, la raffinerie de Kirishi dans la région de Leningrad. Après les frappes, les ports de Primorsk et d'Oust-Louga en mer Baltique ont cessé leurs activités, stoppant le chargement de pétrole et de dérivés pétroliers. La frappe sur ces terminaux d'exportation vitaux constitue un nouvel acte de résistance dans le cadre des hostilités en cours. Plus de détails sur les explosions et leurs conséquences plus loin dans ce reportage. La veille, de puissantes explosions ont retenti dans la ville russe de Belgorod. Suite à l'attaque de missiles, de graves coupures d'électricité, d'eau et de chauffage ont eu lieu dans la ville et sa région.
Selon les autorités locales, des installations d'infrastructures énergétiques ont été endommagées. Environ 450 000 personnes se sont retrouvées privées d'électricité au même moment. Les problèmes ont touché simultanément plusieurs districts de la région. Les installations d'infrastructures énergétiques ont subi de graves dommages. Des interruptions dans la fourniture d'électricité, de chauffage et d'eau ont été enregistrées. De plus, les habitants se plaignent du déclenchement tardif des sirènes. Le signal d'alerte, selon eux, n'a retenti qu'après les premières explosions. Cependant, les autorités ont expliqué cela par une défaillance technique. Nous comprenons la criticité et l'importance d'une alerte rapide. C'est une nécessité absolue. Aujourd'hui, une défaillance technique s'est produite, elle n'a aucun rapport avec les restrictions de l'Internet mobile. Parallèlement, des attaques ont été signalées bien plus loin de la frontière ukrainienne, dans la région de Leningrad. Là-bas, à la raffinerie, tout brûlait, le port aussi, et il y avait du matériel militaire sur le pont à Koskolovo. Des drones ont attaqué le port d'Oust-Louga, l'un des plus grands hubs énergétiques de Russie sur la Baltique. D'après l'analyse OSINT, l'usine Novatek d'Oust-Louga a été de nouveau touchée. Elle traite le condensat de gaz et assure l'expédition de produits pétroliers pour l'exportation. L'état-major a confirmé que l'usine avait été touchée. Cette installation est un élément clé de l'infrastructure énergétique russe, utilisée pour l'exportation et le transport de produits pétroliers. Les fonds provenant de leurs ventes servent à financer l'agression armée contre l'Ukraine. La partie ukrainienne a également confirmé la frappe. Dans l'enceinte du port, des drones à longue portée ont atteint les installations du géant gazier Novatek, le plus grand producteur russe de gaz naturel liquéfié. L'entreprise est sous sanction de l'Union européenne et des États-Unis depuis 2014. Cette nuit, des drones ukrainiens ont de nouveau attaqué la région de Leningrad en Russie, visant cette fois la raffinerie de pétrole Kinev, située dans la ville de Kirichi. C'est l'une des plus grandes raffineries de pétrole de Russie. On y produit de l'essence, du diesel, du gaz, du mazout et de la pétrochimie. C'était aussi agité à Vyborg. Là-bas, après une attaque de drone, les locaux de la société Agricola ont pris feu. Quelque chose a clairement explosé. Le bâtiment est situé à côté de la direction des frontières du FSB. Selon les premières données, personne n'a été blessé. En même temps, le fait même qu'un objet à proximité immédiate des structures de force soit touché a fait grand bruit. De plus, selon des informations préliminaires, une cible militaire a été touchée dans la région de Vyborg. Il s'agit du brise-glace de patrouille Purga, projet 23550, qui se trouvait au chantier naval de Vyborg. Cette frappe a déjà été confirmée par l'état-major des forces armées ukrainiennes. Ces navires remplissent des fonctions à la fois de brise-glace et de navires de guerre. Sofia Jelinska. Détail, chaîne de télévision Inter-Marathon. Nouvelles unifiées. Eh bien, c'est tout pour le moment. Et que pensez-vous de tous ces événements? Donnez votre avis dans les commentaires. Cliquez sur j'aime sous la vidéo et restez au courant de l'essentiel. À suivre et on se retrouve dans le prochain reportage.